Merci à Franck Louis Victor d'avoir accepté de participer et de dévoiler les coulisses de l'industrie automobile, la transformation dans l'industrie automobile. Et Stéphanie, qui est directrice du programme AEX, dont on va parler aussi chez Publicis Sapient. Donc voilà, on a 30 minutes, c'est court, mais ça va être intense. Voilà, pour essayer de mieux cerner tous ces enjeux auxquels vous faites face. Merci, voilà. Merci Estelle, merci Stéphanie. Alors, moi, avant de commencer, je vais revenir un petit peu sur ton parcours, parce que je trouve que tu as vraiment un parcours atypique. Donc d'abord, double cursus, hein, formation ingénieur, école de design. Puis, tu es un entrepreneur, donc tu as monté plusieurs entreprises dans les nouvelles technologies. Ensuite, tu as accompagné Coyote dans sa transformation donc pour produire une plateforme de services dédiée à la mobilité. Et c'est en 2016 que tu rentres dans l'industrie automobile, dans le groupe Renault. Alors, en quoi ton profil complètement atypique pour des grands groupes justement industriels est une force? Alors, tu sais, on parle de transformation. Quand même, dans une industrie comme la nôtre, hein, l'Alliance Renault-Nissan, c'est 450 000 personnes. La meilleure des transformations et la plus profonde, ça reste celle qu'on fait de l'intérieur, mais potentiellement avec des gens qui viennent de l'extérieur. Hein. Et je pense que alors déjà, le fait j'ai été débauché en l'occurrence par l'Alliance, le fait d'avoir un cursus design, ça donne une appétence avec justement l'expérience client, ça donne un côté très customer-centrique avec un goût du beau. Donc ça, c'est, je pense, important quand on est dans des stratégies, je dirais, très client, centré client. Ensuite, le côté digital, oui, parce que c'est un outil. Donc, le fait de pouvoir faire quasiment du transfert de technologie et d'amener des nouvelles méthodos, ça parlait d'agile tout à l'heure, mais je fais de la mobilité depuis le Palm 5X, pour ceux qui étaient nés à l'époque. Voilà, j'entends les... Je vais le prendre mal, hein, faites attention quand même. Et puis, je dirais le côté entrepreneur, oui, c'est parce que ça apprend la résilience. C'est qu'en fait, moi j'ai fait que des entreprises que soit j'ai créées, soit celles auxquelles j'ai revendues, entre 25 et 250 personnes. Quand on passe à 450 000, on pense que c'est plus simple. En fait, c'est pas plus simple. C'est qu'il faut avoir une résilience, donc une capacité à affronter les difficultés qui est quasiment la même. Simplement, c'est pas les mêmes, mais savoir tenir. Et justement, donc l'industrie automobile, on connaît un peu le contexte. En même temps, c'est un secteur qui innove, qui accélère pour les besoins du consommateur. On voit aussi qu'il y a des marques de divertissement comme Spotify ou même les GAFA qui essaient de rentrer dans l'habitacle du véhicule. Alors pourquoi tout le monde s'intéresse à l'habitacle du véhicule? Alors, je pense que l'exemple, il vient de Chine. Le meilleur exemple, je trouve, vient de Chine. Et puis... aussi, évidemment, ce qui se fait avec... tu citais les GAFA, mais pas que les GAFA, même, par exemple, Spotify. Hein. L'habitacle, c'est un lieu dans lequel les gens sont complètement captifs. Donc, on y passe en moyenne en France 51 minutes. Alors, ça dépend quels critères on prend, mais environ 1 heure, on va dire. C'est beaucoup plus encore aux États-Unis, etc. Et donc, c'est un endroit dans lequel les gens sont assis tous dans le même sens. Ils regardent tous, on va dire, l'horizon ou le devant. En général, on essaie de ne pas sortir du véhicule en fait quand le véhicule roule. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre à faire que tous regarder dans un même sens. Donc, ce qu'on appelle l'économie de l'attention, finalement, donc l'exploitation de ce temps d'attention dans la voiture est une fantastique opportunité pour les gens qui savent faire. Et en quoi, justement, Renault répond à cet enjeu de l'économie de l'attention? Alors, la problématique pour nous, alors l'avantage, c'était toujours de face dans la pièce. On a un atout, qui est qu'on maîtrise ce contexte de mobilité. C'est nous qui construisons finalement. C'est que si je prends la comparaison avec la télé, c'est nous qui construisons le salon, le canapé, etc. Donc c'est quand même un énorme avantage. Par contre, comme on fait ça depuis 120 ans, on n'a pas pensé à, exploiter ce qui se passe dans la télé, quoi. Voilà. Et ça, forcément, des gens comme, je recite Spotify, Amazon, Google, etc., qui ont déjà le client depuis le smartphone, se disent, tiens, c'est une fantastique aussi opportunité pour eux d'amener ce client-là, en fait, et d'amener la relation avec le client dans la voiture. Mais si je regarde l'étude Morgan Stanley, véhicule autonome, 40% de la valeur, véhicule vraiment autonome, hein, ça sera 40% le hardware, 40% le soft, 20% le contenu streamé dans la voiture. On ne peut pas nous laisser 20% de cette valeur
Surtout en ce moment, il faut aller chercher d'autres sources de revenus, non, dans l'industrie automobile, avec tout ce qui se passe. Est-ce que tu peux juste nous en dire 2 mots? Quand on en est aujourd'hui à aller chercher des points de MOP, de marge opérationnelle 1 ou 2%, oui, quand on dit 20%, ça fait mal. Donc il faut effectivement y aller, surtout que si on revient 2 secondes à l'industrie automobile pure, en fait, on est dans la complexité qu'affrontent tous les fabricants de hardware, je dirais, technologique. À la fois, il y a une course à l'échalote, en fait, sur la complexité technique liée aux régulations, enfin, à la réglementation, sécurité, à nos attentes, en fait, pour ce qu'on appelle les ADAS, donc les aides à la conduite. On veut des trucs encore plus sophistiqués. Là, elle freine tout seul, elle tourne tout seul, elle accélère tout seul, etc. On attend à avoir des écrans de plus en plus grands. Enfin, il y a un investissement technologique de plus en plus fort, mais en même temps, de vous à moi, on n'est pas prêt à payer plus cher. Donc ça veut dire qu'il y a à un moment donné une compression entre le coût et le revenu, et il faut aller chercher d'autres leviers de croissance, d'autres leviers de création de valeur. Alors, tu n'as pas répondu à ma question. Comment Renault, justement, répond à cet enjeu-là? Alors, comment Renault répond à cet enjeu-là? Déjà, primo, super important, on en est conscient. C'est comme une faute à moitié pardonnée, avouée à moitié pardonnée. Bon. Déjà, on en prend conscience. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que tous les constructeurs n'ont pas commencé à tirer ce fil-là. Ensuite, en fait, on a eu une première action qui a été, avec M. Gaude en 2017, d'investir dans un groupe média, le groupe Challenge, pour comprendre un peu de quoi ça parlait, etc. Qui était trigger, en fait, finalement, de ce marché-là. OK. On l'a transformé en octobre 2018, grâce à un partenariat, d'ailleurs, avec le groupe Publicis, Sapient et Rolex News d'ailleurs à l'époque, et Challenge. On a ensemble créé finalement en mode super agile, sous le radar, un peu à la sauvage, mais avec un succès dingue à la fin, une espèce de capsule immersive pour montrer aux clients et aux visiteurs du mondial automobile. C'est 1 400 000 visiteurs quand même, hein, donc c'est un gros impact. Donc ça a été... époque a été montré lors du dernier salon de l'auto. énorme, je dirais, succès. Et puis après, une fois qu'on s'est dit, OK, on a appris le secteur des médias, on l'a illustré dans une espèce d'expérience immersive, et on passe à la phase suivante et on a lancé effectivement un premier projet, je dirais, toujours avec les mêmes équipes, en mode agile, etc., mais en se pluguant beaucoup plus avec les autres métiers de l'entreprise pour commencer à construire quelque chose ensemble. Voilà, donc, Et comment on passe justement de cette vision d'un POC au salon de l'auto à justement essayer de travailler un premier incrément produit? Ça prend du temps ou ça peut être rapide? Non, alors ça peut être super rapide. En l'occurrence, on l'a fait en 3-4 mois. Donc ça peut être rapide. En fait, ça a été beaucoup plus long de convaincre la flopée d'exécutifs. En plus, je pense que vous lisez un peu la presse, mais on a une gouvernance qui est assez en mouvement, on va dire, pour rester poli. Et donc, ça a été plus long là d'essayer de, pareil, retirer un peu tous les fils et sécuriser finalement le projet que de le développer. En 3 mois avec les équipes, pareil, mode agile. Il y a une subtilité. Quand on passe d'un POC un peu fait comme ça à un vrai produit, je dirais, un MVP, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Donc là, la gageure, ça a été de garder ces équipes, qui étaient des équipes externalisées, mais en créant un lien quotidien en fait, avec les équipes internes et en se reploguant avec tous les métiers d'entreprise. Donc on a travaillé avec les programmes, avec le produit, avec un bout d'ingénierie. Enfin voilà, on a à minima, je dirais, commencé à reconnecter en fait ce projet externalisé. On a commencé à la réinternaliser un petit peu dans l'esprit. Voilà. Et ça, c'est un facteur de clé de succès en l'occurrence. Mais justement, là, tu parles des clés de succès. Donc ça, c'en est une. Mais est-ce qu'il y a justement d'autres clés de succès? Quelles sont les recettes, un peu les ingrédients du succès? Ouais. Alors, dans une société comme une entreprise comme la nôtre, déjà primo, le COMEX. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de support, s'il n'y a pas de compréhension et de support du COMEX, et quand je dis support du COMEX, c'est presque pas de frein du COMEX. On n'a pas besoin forcément que des exécutives viennent avec l'idée et disent tiens, tu devrais faire ça, Franck. Non, on a juste besoin qu'ils soient support dans le sens, ils comprennent et ils débloquent les moyens pour faire. Bon, ça, support du COMEX, je pense que ça, si tu ne l'as pas, ça ne vient pas. Bon. Ensuite, il faut avoir une vision assez claire de ce que l'on veut,
qui ne veut pas dire, parce que je parlais d'agilité tout à l'heure, donc ce qui ne veut pas dire faire un truc en cycle en V avec 3 ans de cahier des charges comme on fait d'habitude, super clair, et on déroule pendant 5 ans pour ne pas livrer au final. Non, je pense qu'il faut avoir une vision de ce qu'on veut, avec un ADN très clair, puis après il faut laisser travailler les équipes UX, les équipes de dev, etc., pour matérialiser la vision qui, elle, doit être relativement immuable quand même. Voilà. Et puis, ensuite, il y a ce que je disais, donc la capacité à faire de la transformation interne-externe, à repluguer l'externe vers l'interne. Et puis, au final, c'est l'implication du management. Moi, personnellement, je veux dire que, et pour le coup, tu es très bien placé pour le savoir, mais je savais exactement ce que je voulais. Et tous les jours, entre moi et mon équipe Renault, on était avec vous à contrôler. Très présent à toutes les étapes. Voilà. Et donc, on ne peut pas faire du management de projet à 66 000 pieds, façon le parachutiste Red Bull là, qui sautait d'un satellite, si tu veux, et puis attendre que ça arrive. Quoi. Non, il faut ça, tous les jours. C'est la condition du succès aussi, que le client soit complètement impliqué et qu'il y ait la vision du produit de manière assez claire. Alors, ça râle un peu. Hein, c'est clair, mais... D'ailleurs, sur la vision du produit, là, ce nouveau service AEX, est-ce que vous avez bien pensé le business model, la commercialisation aussi de ce nouveau service en amont, ou est-ce qu'on se lance et on voit après? Merci pour cette question, Estelle. Tu as une question, Stéphanie? Non, je plaisante. Tu sais, c'est ce genre de projet-là. Alors, je pourrais réinventer l'histoire. Je pourrais dire, on avait une vision méga claire du business model. Méga clair. Et on a déroulé en fait l'exécution du business model. C'est pas vrai en fait. Clairement, c'est pas vrai. Bon. Par contre, tu sais, dans la Silicon Valley, ils te disent toujours le business model, on s'en fout. Créer de l'expérience, de l'adhésion, de la tech, et puis de toute façon, ça viendra après. Alors là, on n'a pas fait tout à fait comme ça. C'est-à-dire que d'abord, en fait, on est parti d'une intuition. On a le droit d'avoir des intuitions. Le fait d'être aussi tous un peu multi-spéciaux, un peu voilà. On est parti d'une intuition forte. On savait où on voulait aller. Après, la façon de le commercialiser et surtout de la valoriser, c'est venu avec le temps. Parce que plus on développait, etc., plus on faisait de la conception, plus on devait faire de la vente aussi en interne. À force de repasser 10 fois auprès du COMEX, ça t'oblige finalement à affiner même ton propre discours. Et au final, aujourd'hui, on est super clair sur la façon dont on souhaite, si le projet continue, dont on souhaite le vendre, combien, etc. Mais ça n'a pas été le cas dès le départ. Voilà. Par contre, la vision de ce qu'on voulait en termes de produits était claire dès le départ. Voilà. Après, je pense qu'on a, pour être complètement honnête, on a mis peut-être 3 mois à poser justement les différents scénarios du business model. Et là, on peut dire qu'on a deux offres sur lesquelles on peut s'appuyer. Après, je vais te dire, on a commencé à travailler ensemble en mai 2018, un truc comme ça. Entre mai 2018 et octobre 2019, le monde a changé. C'est bien la complexité, surtout quand on est dans des deals, dans des business de plateforme. C'est-à-dire qu'un prix qui était bon il y a 6 mois est plus bon 6 mois plus tard. Il y a 1 an et demi, on dit c'est freemium parce que tout le monde prend du freemium et c'est génial, il faut faire du freemium. Après, un an plus tard, les gens te disent attends, toutes les études montrent que le freemium c'est nul, il faut surtout pas faire de freemium. Va créer. En fait, il n'y a pas de business model peut-être alors. C'est peut-être ça aussi. Alors ça, il y en a aujourd'hui, mais après. Il y a des gens sur Renault. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de business model. On est dans une industrie où on est au centime près sur la voiture. On ne peut pas. On a beau faire la transformation, on a beau tirer tout ce qu'il faut pour transformer l'entreprise. Tu ne peux pas aujourd'hui venir dans une industrie comme la nôtre et dire chère directrice générale, écoute, j'ai un truc génial, donne les pépettes. On ne fera pas de thunes avec, enfin on ne sait pas vraiment, mais donne les pépettes et on va faire. Ça n'existe pas. Voilà. On n'est pas malheureusement en Silicon Valley. Donc. D'ailleurs, si tu étais nommé directeur général demain, et apparemment il recherche activement, ah oui, que ferais-tu? Je ne sais pas, j'attends la réponse. Non, je plaisante. Mais pourquoi pas, hein. Ça m'a fait plaisir, on va attendre encore 6 mois. Et parce que là, on est donc dans le retour d'expérience justement d'AEX. Donc là, on a parlé des clés du succès. Quelles sont aussi les difficultés que tu as rencontrées, qu'on a rencontrées un peu tous ensemble, mais Alors, au final, nous, ensemble, ce qu'on a rencontré comme difficultés, ensemble ou séparément, elles sont finalement, moi, dans mon prisme, assez internes. Je dirais techniquement, dans l'exécution, je n'ai pas vu de difficulté. Je veux dire, le truc, en 3 mois, tu n'as pas le temps. On a développé, en 3 mois, un cloud sur GCP, une application, du contenu
Et le tout avec une vraie appli, avec des vrais trucs qui fonctionnent et qui ne sont pas buggés. Je veux dire, quelque part, là, tu ne peux pas évoquer de difficultés techniques. Tu n'as même pas le temps. Et le produit est là pour ACC, c'était bon, quoi. Bon. Non, la difficulté, c'est une difficulté essentiellement de conviction interne, en ce qui me concerne. Encore une fois, mais c'est lié au contexte Renault avec une gouvernance qui a bougé. Ça, c'est la principale difficulté auquel je fais encore face, en l'occurrence. Et puis, la difficulté aussi d'aller vers un projet. Il faut quand même se dire que ce n'était pas un projet simple. Alors, il y a très peu de projets simples. Hein, mais ce n'était pas un projet simple parce que c'est un projet super pluridisciplinaire. C'est un projet de content et de container. Si tu fais juste entre guillemets une appli, bon, bah, c'est une appli, bah là on a fait une appli, basta, tu peux dire que tes difficultés techniques, technologiques, machin. En plus, il y avait du contenu, il y avait des nouveaux métiers de production média. C'est-à-dire qu'en fait, on recrée une télé, une radio, des programmes, donc on faisait EuropaCorp, tout en faisant Netflix, tout en faisant Radio France, tout en faisant de la tech. Et donc, ce côté extrêmement multidimensionnel du projet, je pense, a été une difficulté à affronter. On l'a affronté, il me semble, avec succès, à l'Égresse. Et donc, si tu devais définir en 3 mots Renault en 2020, qu'est-ce que ce serait? Après Ghosn, après Ghosn, après Bolloré. L'avant, l'après. Moi, de mon point de vue à moi, je dirais que ce serait effectivement le produit. Alors d'abord la gouvernance, à date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu d'annonce, mais d'abord la gouvernance. Il faut qu'en 2020, la gouvernance de Renault soit là. Produit, parce qu'on est dans une industrie d'offres. Donc si tu as le bon produit, les gens achètent. On parlait de Fiat la dernière fois aussi, ouais, voilà. qui a sorti le bon produit. C'est un mot produit. qu'on ne prononce pas avec Renault Fiat. Pardon, mais c'est désagréable cette session. C'est qu'à parler de PSA en même temps. Et puis, donc, gouvernance, produit et innovation. Hein, mais qui va avec le produit. Hein, mais innovation dans tous les sens du terme. Et Renault est prêt à l'innovation? Renault, c'est une marque d'innovation depuis toujours. L'espace, le turbo, voilà. On est innovation digitale. Digital, Renault Digital, qui a été créé pour porter cette innovation digitale. Non, c'est une marque d'innovation. Le problème, c'est que les cimetières sont pleins d'innovation. Donc, il faut faire de l'innovation à succès. Voilà. Donc ton retour d'expérience, pareil, si on veut finaliser un peu sur la conclusion sur les retours d'expérience. X du coup. Ah oui, parce que l'expérience de façon générale, on a 4 heures. Les coulisses, parce que là, l'objectif, le thème de la conférence, c'est les coulisses de X. AEX, c'est un projet très étonnant, parce que c'est un projet qui venait quelque part de nulle part. Donc c'était un projet qui n'était pas du tout un projet classique, comme on en voit dans l'entreprise, qui a été une vitesse incroyable. On a livré, contre vents et marées, on a résisté à deux changements de CEO. Enfin, je veux dire, c'est un projet, c'est Master and Commander. Tu vois, la séquence où ils sont dans le truc, c'est ça en fait. Mais à la fin, on arrive à bon port, on a livré le truc. Et donc moi, j'ai posé sur la table, à l'époque, M. Bolloré, l'appli, le machin, et il l'a vu et c'était fini. Voilà. Donc c'est ça, c'est mon retour d'expérience. Après, voilà. Mais c'est un sacré succès. Bravo. Alors j'imagine qu'il y a plein de questions. Ou pas. Ou pas. Il est quand même midi et quart quand même. Bonjour, donc vous avez donné beaucoup de principes sur la manière dont vous avez opéré, mais concrètement, c'est quoi votre produit? Alors concrètement, c'est qu'on n'en a pas parlé en fait. L'idée, alors je peux pas tout dire, mais l'idée c'est quoi? C'est que, alors on a tout dit sur la voiture. On a dit, Tim Cook avait dit, c'est le smartphone, c'est un smartphone sur 4 roues. Enfin, tout le monde a dit un peu tas de choses sur la voiture. En réalité, en fait, la voiture, c'est un contexte dans lequel on peut distribuer, dans lequel que l'on peut transformer en médium, même pas en média, mais en médium. Et je prends souvent ce mot en fait de digital signage ou de smart signage. L'idée, c'est de développer en fait une plateforme de diffusion média et de régie média qui va pousser du contenu contextualisé, personnalisé, je dirais multiformat, audio, vidéo, etc., dans la voiture. Et donc finalement, se servir de tous les écrans de la voiture, qu'ils soient finalement on-board ou off-board, parce que maintenant on a des applications qui sont reliées à la voiture sur smartphone, d'utiliser tous ces écrans-là, en fait,
pour, je dirais, diffuser, recréer une expérience média, multimédia, pour les passagers du véhicule. Et ça passe par agréger du serviciel, donc de la news, de la météo, des séries, de la musique, des podcasts culturels. Et comme on sait où vous êtes, dans quelle étape vous êtes, combien de kilomètres vous avez fait, on peut complètement contextualiser en fait toute cette expérience-là. Voilà. Donc, c'est une plateforme média en fait. Bientôt, vous ne vendrez plus de voitures. Tu n'as que des questions complètement disruptives pour ne pas dire autre chose. Disruptif. Oui, c'est ça, disruptif. Carotte 4.0. Carotte 4.0, il faut aller voir. Pour ceux qui connaissent. Non, en fait, on fait des voitures et c'est très bien, on sait ce qu'on sait faire le mieux et on va continuer d'en faire, ça je trouve qu'il n'y a pas de débat. Après, on passe et on va arrêter là, j'imagine que timekeeping, mais comme beaucoup d'industries, on passe de modèles économiques très monolithiques, où pendant 100 ans, tu fais un truc que tu vends, tu as la bouteille d'eau, voilà, tu la vends et tout va bien, à des business models qui sont multicellulaires. C'est plutôt des écosystèmes. Là, tu ne peux plus vendre que la bouteille d'eau. Donc, je te vends la bouteille d'eau, je te vends la livraison dès que ta bouteille d'eau est finie, je te vends une espèce d'expérience sensorielle avec la, tu vois ce que je veux dire, avec la bouteille d'eau, etc. Et donc là, l'enjeu, on va continuer à vendre la bouteille d'eau, mais on va vendre la bouteille d'eau avec d'autres trucs autour qui font que quand tu vas boire cette eau spécifiquement, en l'occurrence, ce sera plus sympa que cette autre bouteille d'eau-là. Voilà, c'est ça le truc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transformation. Moi, je suis pas... je pense que la vraie transformation, c'est pas la transformation, c'est pas rajouter un site web dans une boîte. C'est la transformation du modèle d'affaires, voilà, et qui est supportée par le fait d'avoir du digital, du site web, du plateforme, du machin. Mais alors, la réalité, le vrai problème de Walmart ou de Carrefour, c'est pas d'avoir un site web, même si je suis sûr qu'ils ont des très beaux projets sur le sujet. C'est de changer son modèle d'affaires. D'ailleurs, Carrefour et Accor parleront de leur nouveau modèle d'affaires, comme tu disais, à 4h45, hein, pour ceux qui sont intéressés. Mais effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Très bien. Il nous reste encore une petite minute pour une question. Voilà. Oui, bonjour, merci. Moi, je me posais la question sur donc la valeur. Apparemment, c'est 20% pour le streaming, 40% pour... Ça, c'est dans la voiture autonome. Ouais. Et sur la voiture non autonome, parce qu'il y a quand même des enjeux assez forts, j'imagine, sur le non autonome en attendant. Aujourd'hui, un parc en Europe, c'est 300 millions de voitures. Le parc de véhicules circulant en Europe. Donc, effectivement, il ne faut pas adresser que les véhicules autonomes dans X années, il faut adresser aussi les véhicules aujourd'hui. Ce qu'on fait avec AEX via le smartphone. Et tu as. Alors, je n'ai pas de chiffres, mais je pense qu'ils sont aussi très importants. Simplement, comme le contenu streamé dans la voiture passe par des supports qui n'ont rien à voir avec la voiture, à savoir le smartphone, qu'il soit mirroré ou pas dans la voiture, il n'y a pas de chiffres qui existent. Puisque si tu veux, c'est une économie qui se reconstitue en fait. C'est pas une économie où on dit ben voilà, la voiture autonome, on sait c'est ça. Là, c'est des agrégations de bouts d'économie. Voilà. Donc on n'a pas le chiffre, mais je pense que c'est très important. Je vois personne en fait aujourd'hui qui n'écoute pas la radio, du Spotify ou du Deezer dans sa voiture. Personne. Donc ça veut dire que ce chiffre-là est obligatoirement énorme en fait en l'occurrence. D'ores et déjà pour les véhicules qui sont sur le parc. Et donc on veut aussi l'adresser avec AEX en l'occurrence. C'est bon? Pas d'autres questions? Enfin, si vous voulez parler en privé avec Franck, oui, il est dispo, bien évidemment. Donc, merci Stéphanie, merci Franck. Et bon appétit et à tout à l'heure. Merci.